ici, bon, on a un peu vu comment on pouvait garder l'eau au maximum dans son sol en agissant de différentes façons. Bon, malgré tout, on peut avoir des périodes de sécheresse, donc c'est toujours intéressant d'avoir aussi une provision d'eau de pluie. Quand on regarde la pluviométrie des régions, ben, on n'est pas tous logés non plus à la même enseigne. Donc, quand bon, j'ai un peu des cartes ici de pluviométrie, quand on voit, bon, ici c'est une carte de la Wallonie, ben, que par exemple les Ardennes sont quand même beaucoup plus arrosées que nos pays au nord-ouest. Donc par exemple, à Spa, c'est vraiment une cuvette, donc les Fagnes par exemple. Donc il y a quand même beaucoup d'eau qui tombe là. Donc déjà par l'attraction par les arbres. Donc déjà ça attire l'humidité. Et alors aussi, il faut tenir compte des précipitations hivernales. Parce que dans les Ardennes, lorsqu'il pleut, il neige. Donc toute cette neige, elle reste beaucoup plus longtemps. Donc, dans les Fagnes, il y a des accumulations de neige ben, voilà, qui fondent tout doucement. Donc tout ça, ça alimente aussi une nappe phréatique. C'est incroyable. Donc, mais on peut voir, je regarde la météo par exemple actuellement, ben, on peut voir que dans les Ardennes, c'est beaucoup plus arrosé que par ici. Disons que ce qu'il y a aussi, c'est au même volume d'eau qui tombe, mais disons que si c'est une grosse averse ou que c'est une petite pluie toute une journée, une petite pluie de toute la journée va mouiller beaucoup plus la terre qu'une grosse oui, parce qu'il n'y a pratiquement pas de ruissellement. En voilà. fait, c'est tout la percolation. Ce qui veut dire aussi, quand on arrose, on doit arroser en plusieurs fois. Si on arrose dans une serre, par exemple, il vaut mieux arroser en 3-4 fois et laisser le temps à l'eau de pénétrer dans la matière, plutôt que de passer en sous-sol. Et là, c'est la façon d'arrosage, mais ça, je vais en parler aussi un petit peu. Donc, quand on voit en France, par exemple, une carte pluviométrie en France, on voit que c'est surtout les sommets, donc les Alpes, les Pyrénées, le Massif central, et la Bretagne, le Finistère, qui sont le nord et alors le Pas-de-Calais aussi, hein, sont assez bien servis en eau. Alors aussi dans la Marne, par exemple, là c'est vraiment aussi des endroits où il y a quand même beaucoup d'eau sur une année. Hein. Donc on voit par exemple dans le Jura, par exemple, ben, ça peut aller jusqu'à 1600-1800 mm d'eau sur une année. Alors qu'en plaine, on va voisiner les 500 mm d'eau sur une année. Donc, par exemple, dans le midi de la France, ben voilà, c'est un peu compliqué. Il y a parfois des périodes où il n'y a vraiment plus d'eau, donc il ne pleut plus pendant des mois. Et là, c'est quand même intéressant de pouvoir stocker de l'eau pour pouvoir quand même arroser. Nous, pendant 3 ans aussi, hein, on n'était pas dans le sud de la France. Oui, oui, on avait trinqué aussi, on s'est rendu compte ce que c'était, hein, vraiment une sécheresse. Ouais. Et encore, je trouve personnellement que ce n'est pas encore absorbé, malgré qu'il pleut beaucoup cette année-ci. Quand on creuse pour planter quelque chose, on tombe encore facilement sur de la terre archi-sèche. Donc, ah ouais. Donc il n'y a pas encore une goutte pour la nappe phréatique alors. Ben, si, avec les grosses pluies, ça va plus profondément, mais ça n'a pas encore touché toute l'éponge, quoi. Oui. Ah ouais. Et par exemple, sous les arbres, ben, là aussi, bon,
arbres, ils pompent aussi quand même. Donc, voilà. Alors, comment stocker? Donc, l'idéal, c'est quand même, bon, à l'époque, je parlais au début du siècle passé, XXe siècle, les années 1900, il n'y avait pas de distribution d'eau. Donc, moi, j'ai connu mes grands-parents et bon, mes parents, ils ont connu l'eau potable quand même. Mais il y a des maisons voisines de mes parents qui ont tardé à demander l'eau potable parce qu'ils avaient un puits de surface. Nous, ça passait même pas. Quand on habitait un petit peu à l'écart du village, ça passait pas. Oui, donc les gens avaient vraiment, donc on forait, où on creusait des puits, et cette eau ben, se situait, je disais, chez moi, j'avais un puits à 6 mètres, 6 mètres de profondeur et j'avais de l'eau. Donc cette eau-là, elle était un peu filtrée par la terre. À l'époque, on ne polluait pas tant que maintenant. On ne mettait pas tous ces engrais chimiques qui amènent des nitrates dans l'eau. Et voilà, cette eau-là était bue. Donc cette eau-là était vraiment gardée précieusement pour l'alimentation, donc la cuisine et la boisson. Et à côté, on avait l'eau de citerne. Donc chaque maison avait aussi sa citerne d'eau. De pluie. Ouais. Donc les puits de surface, souvent, on construisait par exemple une série de 4-5 maisons, et il y avait un puits par exemple pour les 4-5 maisons. Donc, et comme chez mes parents, il y avait une citerne commune aussi de 5000 litres, et c'était une citerne maçonnée en briques et cimentée. Et c'est ça qui... Il y avait des pompes. Donc au début, c'était au couvercle, il fallait enlever la taque et aller puiser l'eau. Et ensuite, on a commencé avec les pompes, les grosses pompes en fonte, là. Donc ça permettait déjà de relever l'eau plus facilement, seau par seau. Après, il y a eu les petites pompes américaines hein, qui étaient plus légères. Bon, voilà. Donc ça, c'était... Donc, on gardait vraiment l'eau de pluie que pour donc, nettoyer, arroser, lavage. La toilette. Ah, les toilettes, c'était même une fosse à purin, donc c'était même sans eau. Donc voilà. Donc c'était vraiment, on utilisait vraiment l'eau avec précaution. Bon, maintenant, tous ces puits de surface, ben voilà, ils sont certainement pollués par l'eau, par les engrais, l'eau par les pesticides. Hein. Donc on a mis beaucoup d'herbicides sur les jardins. Voilà, donc tout ça, ben, tous ces puits, ben, sont plus du tout potables. Donc maintenant, les compagnies d'eau vont chercher l'eau beaucoup plus profondément. Donc ils forent des puits, donc à 100 mètres, même plus. Et on remonter cette eau-là. Donc tout doucement, je crains que ces eaux-là vont finir par aussi devenir de plus en plus saturées en nitrate. Donc c'est ça qu'on met aussi des... On est obligé d'épurer l'eau. Donc voilà. Donc ça c'est un peu... Alors qu'on avait un cycle de l'eau naturel. Si on respectait un peu tout ça, ben voilà, on n'en serait pas venu à devoir épurer de l'eau. Et moi, j'ai même connu chez ma grand-mère, par exemple, des citernes d'eau qui étaient à semi-enterrées. Donc, c'était pas beaucoup, hein, c'était 2000 et demi de litres. Et c'était à moitié enterré. Donc, il y avait la descente d'eau, il y avait une taque en béton, mais il y avait aussi un couvercle en bois. Et elle venait chercher de l'eau avec un bassin, c'était à hauteur d'une table. Et voilà, elle savait laver ses légumes. L'eau, on le récupérait pour arroser le jardin. Voilà, on récupérait l'eau ainsi, ou pour une lessive, on puisait comme ça. Donc c'était en même temps une table de travail, en fait. Et après, on a commencé à faire des citernes de plus grande capacité. Hein, donc
5 000, 10 000, 15 000, 20 000 litres maintenant. Et après, on les a bouchés parce qu'on ne trouvait plus l'utilité. Voilà. Donc, voilà. Et qu'on avait des bricaillons à se débarrasser. Exactement, c'est ce que j'allais en venir. Donc, dans les années 1970, 90, là. Donc, on faisait des transformations. On allongeait un peu la maison. Donc, c'était des maisons de rangée. Et sur l'arrière, il y avait une citerne. Et il a force à purin. Alors, on voulait agrandir la cuisine. Alors, on trouvait peut-être disgracieux d'avoir une taque au milieu de sa cuisine. Donc, il faut quand même avoir un accès pour nettoyer cette citerne de temps en temps. Combien de gens ont vidé tout ça, ont vidé l'eau, ils ont rempli ça de bricaillons. Et voilà, maintenant, ils n'ont plus d'eau de pluie. Tout part à l'égout. Et après, les égouts sont sous-dimensionnés. Stations d'épuration sont saturées quand il y a des grosses pluies parce que toute cette eau arrive là. Ils n'arrivent plus à épurer l'eau non plus. Donc voilà, on vient dans des systèmes comme ça. Alors que tous ces citernes c'était des tampons en fait. Donc l'eau qui tombait dans la citerne, avant qu'elle ne soit remplie, n'allait pas à l'égout, donc elle ne saturait pas non plus les égouts. Voilà, tout ça, c'est l'urbanisation à outrance. Et bon. Et il n'y en a plus d'eau, donc en cas de sécheresse, qu'est-ce qu'on prend? On prend l'eau de distribution pour arroser. Et voilà, on commence à avoir des pénuries d'eau. Tout ça, c'est un peu dommage. Alors, moi, je conseille le mal est fait, d'essayer de récupérer un maximum d'eau des toits. Donc, il existe des systèmes qu'on peut adapter aux descentes d'eau existantes et qui permettent de récupérer, de dévier l'eau vers des tonneaux, par exemple. Et là aussi, mon fils a fait une petite vidéo sur son installation de fûts côte à côte, et il a dévié l'eau d'une descente d'eau et qu'il arrive à dispatcher entre 5 ou 6 tonneaux différents qui sont mis comme ça en cascade. C'est pas vraiment en cascade, c'est l'un à côté de l'autre. Il a mis un tuyau tout du long avec des sorties à chaque tuyau, à chaque fût, et qui permet d'ouvrir ou de fermer. Voilà le système de récupération d'eau de pluie. Donc je récupère l'eau de tout mon toit. Voilà, donc qui descend dans la gouttière où je récolte toute l'eau. Ça passe ensuite dans ce système de récupération d'eau où j'ai mis des petits raccords avec des bouchons que je peux dévisser. Voilà, donc quand le tonneau est vide, je le laisse à remplir. Et quand il est plein, je le referme pour ouvrir le suivant. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils soient tous pleins. Voilà. Donc on peut encore récupérer quand même ces eaux-là. Donc si c'est d'un chalet de jardin ou d'une serre, souvent quand c'est une serre en dur, on sait mettre des gouttières, on peut récupérer l'eau et mettre des fûts à côté des serres. Tout ce qui tombe là, c'est déjà une récupération d'eau. Donc ça évite d'utiliser son eau, même si on a une citerne, ça permet de tenir plus longtemps sur toutes ces formes de récupération d'eau, à gauche et à droite dans les jardins. Donc ça peut être une serre, un poulailler, un chalet de jardin, une remise. Voilà, tout ça, ça permet de stocker de l'eau.
l'eau récoltée par la toiture du poulailler et du chalet de jardin est récoltée dans ce tonneau bleu. Une pompe immergée dans le tonneau, raccordée à un tuyau, ce tuyau vert, qui passe ici le long de la clôture, qui passe sous le chemin. Voilà, je la serre. Voilà, ce tonneau, ce tuyau peut être plongé dans l'orifice du tonneau. Bon, ici il est rempli. Et voilà. Le bout du tuyau se trouve là, au bord du potager. Voilà, aussi une façon de récupérer au maximum l'eau des toitures. Donc le tonneau situé derrière le poulailler, a une capacité de 200 litres. Ainsi que les deux tonneaux, les deux fûts de chaque côté de la serre, également 200 litres. Donc ça fait une bonne petite réserve pour la serre. Et il existe maintenant des petites pompes portatives que l'on met dans des fûts et qui permettent de repomper. Si on a un fût de 200 litres, ça permet d'arroser par exemple sa serre et d'avoir de l'eau même sous pression. Et avoir moins mal au dos. Aussi. Parce que porter les seaux d'eau, c'est lourd. Ou les arrosoirs. Ouais. Donc, tout ça, ça permet aussi même d'alimenter un petit réseau pour les gens qui ont mis des petits... le goutte à goutte, par exemple. Avec ces petites pompes-là, ça permet d'alimenter aussi ce réseau de goutte à goutte. Disons qu'une petite astuce, si je peux me permettre, c'est quand il va pleuvoir ou qu'il est occupé de pleuvoir, c'est arroser dans sa serre à ce moment-là. Parce qu'on vide une partie de sa cuve qui se re-remplit. Voilà. Si on attend que la pluie est finie pour aller arroser, tout ce qui a débordé de notre cuve est perdu. Donc, c'est des tout petits trucs, mais qui sont quand même fort utiles. On s'est gagné 200 litres d'eau en travaillant comme ça. Quand on a de temps en temps une averse d'eau, ça permet de... Voilà, on dit, il va pleuvoir, j'accorde pas mal d'eau dans mes fûts, je vais arroser ma serre, et comme ça, je crée un vide qui se remplira. Bon, c'est sûr qu'il ne faut pas toujours se fier sur ce qu'ils disent à la météo, parce que souvent ils disent il va pleuvoir, et Tintin, il ne pleut pas. Alors il y a ça, et alors toutes les eaux grises qu'on peut parfois récupérer. Donc en sécheresse, en période de sécheresse, lorsqu'on lave des légumes, à la limite on prend sa douche ou son bain, on peut récupérer cette eau qui n'est pas forcément très souillée. Le tout c'est de ne pas utiliser tous ces saloperies de mousse et de produits. Donc si on utilise un savon plus naturel possible, ça permet de récupérer cette eau-là pour arroser le jardin. Donc laver par exemple une salade, on récupère l'eau, au lieu de laisser partir à l'évier, on le récupère dans un bassin, dans un seau, et on le laisse à température ambiante, et voilà, ça permet d'arroser le jardin, ou des plantes en pot, ou des jardinières, tout ça c'est tout à fait possible. Alors, passons maintenant à l'arrosage. Donc, quand est-ce qu'il faut arroser? Donc, il y a des moments de la journée qui sont plus propices à l'arrosage, c'est souvent en début de journée. Donc, surtout en été, donc on pense à l'été,
si on arrose en plein après-midi, en temps de midi par exemple, c'est un maximum de chaleur, de rayons solaires. Lorsqu'on arrose, on éclabousse sur les feuilles. Il y a peut-être des petites gouttelettes qui restent sur les feuilles, qui forment une loupe. Et sous l'action du soleil, ben voilà, ça peut brûler le feuillage. Il y a aussi le fait que lorsqu'on arrose, quand il fait moins chaud, il y a moins d'eau qui s'évapore aussi. Donc c'est vraiment une aberration. Quand je vois parfois des champs, c'est surtout dans le midi de la France, mais on arrose en plein soleil. Bon, peut-être qu'on ne peut pas faire la nuit non plus. Mais voilà, il y a une partie de cette eau-là qui repart dans l'atmosphère. Donc ça, c'est un peu dommage. Donc pour nous, essayer au matin, avec de l'eau tempérée. Donc si on a par exemple des fûts qui sont à côté de la serre ou dans la serre, et que de l'eau qui est stockée là, ben, elle est à température de l'atmosphère ambiante. Donc cette eau-là, quand on l'utilise, ben, il n'y aura pas de choc thermique avec les plantes. Si on utilise de l'eau de citerne ou de l'eau de distribution qui est beaucoup plus fraîche, eh ben, il y a une différence de température entre la plante, la terre et l'eau. Donc là, ça peut créer un... Ouais, c'est pas toujours très bon pour les plantes. Et on essaye quand même toujours aussi de ne pas arroser sur la plante. Oui. Parce que là, le choc est encore plus important. Alors, lorsqu'on a une couverture du sol, on arrose à travers cette couverture. Ben, cette eau, elle passe à travers cette couverture et profite et reste là et humidifie même la surface et rentre dans le sol. Donc, voilà, elle n'est plus non plus évaporée. Alors, combien d'eau? Alors, le goutte à goutte, c'est la petite goutte chaque fois, un petit peu à la fois. Donc c'est comme si on mettait une perfusion en route et ça sert uniquement qu'à la plante. Donc il faut bien se dire quand même que il faut que la terre, qui est quand même un organisme vivant, c'est un ensemble d'éléments vivants qui ont aussi besoin d'humidité pour leur vie. Donc lorsqu'on limite l'arrosage rien autour d'une plante, je trouve ça un peu dommage parce que, bon, à la longue, ça va peut-être s'étendre, hein, mais si on met vraiment que très peu, ça servira qu'à la plante et moins au sol. Alors moi, je préfère mettre une plus grosse quantité, en une ou deux fois, comme ça, que cette eau parte plus en profondeur. Ça veut dire que les plantes, donc, par la suite, lorsqu'on n'arrose plus pendant quelques jours, en surface, donc si on n'a pas de couverture, ça va plus ou moins sécher, mais l'eau sera plus en profondeur. Les plantes vont émettre leurs racines beaucoup plus loin pour aller chercher l'eau. Ça veut dire que, donc enracinement plus profond, donc moins de risque en cas de on n'arrose plus ou sécheresse. Qu'on part en vacances et voilà, que la plante, elle va subsister parce que justement, elle a émis ses racines beaucoup plus profondément. Elle ira chercher aussi l'eau qui se trouve dans l'humus, qu'on en dit, dans tout ce réseau capillaire. Voilà. Donc, par contre, si on n'entretient que en surface, autour de la plante, les racines sont beaucoup plus superficielles et vont s'étendre beaucoup moins loin. Une autre façon de faire qu'on voit souvent, c'est enterrer des pots ou des bouteilles pour arroser plus profondément. Alors voilà, ben, j'y arrive. Donc c'est un peu le dernier truc. Donc le système des zoyas. Donc les zoyas, ce sont des pots en terre cuite, donc en forme de cruche, enfin ou de pot, avec une ouverture. Et donc terre cuite, ça veut dire que c'est poreux. Donc on enterre carrément le pot jusqu'au goulot. Et là, donc par exemple entre deux plantes, on enterre ce pot, et le goulot qui dépasse avec le couvercle. On enlève le couvercle, on y met l'eau. Donc cette eau, en fonction du volume du pot, est stockée là. Elle se distille,
elle passe tout doucement à travers les parois poreuses du pot, et cette eau est distillée comme ça, tout doucement, en profondeur, donc au niveau des racines des plantes, et même plus loin. Et cette eau-là peut rester comme ça 1-2 jours, tant que le pot se vide tout doucement. Donc ça, c'est vraiment c'est un peu le goutte à goutte, mais de façon... Amélioré. Ouais, c'est un peu plus ancien, donc il faut pas tous ces... Bien sûr, il faut aller chercher l'arrosoir et remplir de temps en temps ses pots. Ou le tuyau d'arrosage avec sa pompe qu'on a mis dans le tonneau. Voilà, donc tout ça. Donc les Oya, on sait que c'est des trucs qui coûtent cher parce que c'est vraiment fait par artisanalement. Mais on peut se débrouiller aussi avec des pots en terre cuite, dans lesquels on bouche le trou. On met un bouchon, ou bien on le colle fermé avec un morceau de faïence et on le bon colle. bouchon de liège Voilà. dans le fond du trou, Voilà. qui correspond avec le trou. Voilà, il faut un peu trouver ça, mais on peut très bien se débrouiller avec... donc on peut même mettre 2 pots l'un au-dessus de l'autre, et les coller ensemble, et la partie supérieure ouverte, et en dessous on met le bouchon, et voilà, on enterre ce truc-là. Méfiez-vous d'acheter des pots qui n'ont pas de trou, parce que la plupart du temps ce sont des pots étanches, donc ils ne laisseront pas passer... Ils ne sont pas très poreux. Ils ne sont pas poreux du tout, parce que c'est fait comme cache-pot en fait. Ah oui. Ils plutôt... ont le même, apparemment, c'est comme du grès, un petit peu, ouais. Ça ne marchera pas. Donc le simple pot de fleurs d'une taille de 3-4 litres. Mais prenez un bouchon dans votre poche, parce que quand le trou est trop grand, vous n'allez pas savoir le boucher. S'il est un peu trop petit, vous pouvez un petit peu ajuster le bouchon. Mais si vous arrivez avec 10 pots chez vous et que vous ne trouvez pas de bouchon à mettre, c'est un peu dommage. Ou bien il faut encore plus difficilement le boucher autrement, avec du ciment éventuellement, ou je ne sais pas. Oui, ce sont des choses qui sont... Allez, qu'on assemble ou qu'on construit une fois, et ben voilà, chaque année on peut les déplacer. Et voilà, donc, voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de l'eau au jardin. Bon, j'espère que mes petits conseils vous seront utiles. Et ben voilà, bon jardinage et bon arrosage. Voilà, à très bientôt. Merci Michel d'avoir préparé tout ça. C'est avec plaisir. Donc j'ajouterai des images sinon. Disons qu'on n'a pas que appris comment arroser, mais on a aussi un peu appris le pourquoi, le comment, le où arroser, etc. Ouais, et puis le fonctionnement un peu de ce qui se passe dans le sol, quoi, parce que parfois on pense à la plante, la terre sert que de support maintenant. Il y a vraiment toute cette vie là qu'il faut ménager, qu'il faut activer. Et voilà. Et grâce à cette vie-là, voilà, on aura des plantes plus saines et moins malades. Bien sûr qu'il y a des plantes qui ont aussi besoin de plus d'eau que d'autres. Donc là aussi, c'est une petite recherche à faire. Quelle plante a vraiment besoin d'eau? Mais bon, ça c'est peut-être un chapitre pour plus tard. Oui, par exemple, une tomate aura besoin peut-être plus d'eau que par exemple un poivron. Pas nécessairement, je dirais, si on l'a appris à aller chercher l'eau plus profondément. Donc si au départ déjà on ne met pas beaucoup d'eau à la surface, mais qu'on met l'eau en profondeur quand on la plante par exemple, et les racines vont être attirées par cette humidité, donc ils vont aller plus profondément et ils resteront plus profondément. Donc on aura peut-être moins besoin d'arroser aussi.